Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Comment ça va? À bientôt. Ça va très bien, merci. Yes. J'espère que vous nous en voudrez pas trop à la maison. On était un petit peu pressé par le temps. Déjà qu'on a remis d'une journée notre podcast. Pat, vous avez sûrement vu sur les médias sociaux qu'il est occupé là, présentement dans une vedette de cinéma. Là, donc, on ne prendra pas trop son temps, mais de toute façon, on est occupé chacun de notre côté. On tenait à être là, par contre, cette semaine parce que faut absolument revenir sur l'UFC 259. Pat, 3 combats de championnat quand même la semaine passée, puis des gros noms également qui se battaient. Puis aussi, on veut mettre la table pour ce qui s'en vient cette semaine sur les ondes de RDS, entre autres avec le Québécois Charles Jourdain qui va se battre. Oui, c'est sûr que certains, là, Charles, qui. Écoute, c'est pas de sa dernière chance, mais il reste que c'est un combat qui ne peut pas échapper. Oui, effectivement. On en parle plus tard dans l'émission. Juste vous dire, ça va être un petit peu plus court que d'habitude aujourd'hui, mais on va faire ça vite fait, bien fait. Vous aurez toute l'information nécessaire, toute l'analyse nécessaire de Pat Côté sur ce qui s'est passé. 3 combats de championnat, Pat, à l'UFC 259. Commençons par la grande finale. Israël Adesanya contre Jan Blachowicz. Le cogneur polonais qui a fait taire ses détracteurs, qui l'a emporté de façon assez convaincante au point TS et non pas au point GS. Tout le monde disait que la seule façon pour lui de l'emporter, c'est de réussir à connecter avec Israël Adesanya, mais il n'a pas fait ça du tout. En fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est surtout l'amener au sol et c'est ce qui a vraiment cimenté ce qui lui a permis d'aller chercher la victoire. Ben, il a touché à quelques reprises avec le crochet de gauche. Il a bien étudié Adesanya pour vrai parce que Stéphane peut déjà passer de knockout à Adesanya en kickboxing justement par un crochet de gauche solide. Puis il était très vulnérable à ça. Puis on l'a vu dans le combat. Un coup que le crochet de gauche a commencé à passer, là, commencé à prendre plus de confiance à Blachowicz. Puis il est allé sécuriser le 4e et 5e round avec des amenés au sol vraiment au moment opportun, on va se le dire. Il reste que moi, personnellement, peut-être que j'en attendais trop, là, mais j'ai été déçu de la performance d'Adesanya. J'ai trouvé hésitant. J'ai trouvé gêné dans ses attaques. Je ne dis pas qu'il avait peur, mais il ne s'est pas laissé aller. Mais au début de combat, à un moment donné, il a commencé à sauter partout puis en vouloir. Puis là, tu as vu, Blachowicz est devenu bien nerveux. Puis il touchait la cible, puis là, il arrêtait. Fait que je ne sais pas s'il avait vraiment peur de la. Probablement, il avait peur de la force de frappe, c'est sûr et certain. Là. Mais j'ai trouvé un Adesanya beaucoup plus réservé dans ce combat-là, puis je pense que c'est ça qui a coûté la victoire. Plan de match très conservateur. Je suis entièrement d'accord avec toi. Plan de match conservateur du côté d'Adesanya qui semblait, lui, pas stressé de pouvoir l'emporter, comme je disais, au point. Puis je pense qu'il a même dit en entrevue après, il a dit, tu sais, le but, c'était pas de le mettre KO, même si je sais que je suis capable de le mettre KO, c'était de ne pas me mettre en danger, puis d'utiliser ma vitesse, puis de juste toucher. Puis, tu sais, il réussit à toucher avec son jab et tout ça, mais... Oui, mais Blachowicz aussi. Blachowicz aussi touchait avec son jab en plus. C'est probablement ça qu'Adesanya n'avait pas prévu dans l'équation, en fait. Lui, ce qu'il se disait, c'est probablement, regarde, je vais in and out, là, tu sais, je vais toucher, je vais m'enlever, je vais toucher, je vais m'enlever, je vais utiliser mes pieds, mes jambes, tout ça. Je vais bouger. Il ne devait pas se dire, un peu comme moi et toi, on avait discuté la semaine passée, on se disait, est-ce qu'il va être assez rapide, Blachowicz, pour être capable de toucher une cible en mouvement constant comme Israël Adesanya? Ben, la réponse a été oui, finalement. Puis une fois au sol, ben, le gabarit a fait la différence. Ben, ouais, pour en revenir à Adesanya, je suis entièrement d'accord que son plan de match est peut-être trop conservateur. Puis à force de vouloir gagner de façon conservatrice ou en se disant ouais, j'aurais pas besoin de trop en faire pour avoir le bras levé à la fin et devenir double champion, ben, on se rend compte que peut-être que pour la prochaine fois, c'est peut-être pas une stratégie à adopter parce que ça reste que même si au niveau du talent brut, Blachowicz est moins fort, ça demeure un combattant de l'élite de l'UFC, de l'élite mondiale, puis il n'est pas champion pour rien. Oui, ben, c'est parce que c'est la meilleure preuve que le combat se passe dans l'octogone et non pas dans les cotes ou sur papier. Tu sais. Adesanya,
moi, ce qui m'a déçu, c'est qu'il n'a pas utilisé tout son arsenal. Je pensais qu'il allait donner beaucoup plus de coups de pied. Je pensais qu'il allait varier beaucoup plus ses attaques. Il a été, comme tu dis, c'est très conservateur. On attendait qu'il explose, puis il n'a pas explosé. Mais il faut donner le crédit à Boavich. Là, encore une fois, je pense que c'était négligé pour un 10e combat en 12 combats. Puis depuis ce temps-là, il y a 9 victoires et 3 défaites. Il est habitué d'être dans le rôle du négligé. Ils viennent de vraiment solidifier son titre là, parce qu'il y a comme une règle non écrite que quand tu n'as pas défendu ton titre au moins une fois avec succès, tu n'es pas considéré comme un vrai champion. Là. Ça, c'est une loi non écrite qui est dans le monde des sports de combat. Mais là, ils viennent de puis même lui-même, il l'a dit. Hein? Il dit là, je peux vraiment m'appeler un champion. Il a dit ça en entrevue. Écoute, c'est sûr qu'il y a eu le pointage, le 18 à la fin. Là, moi non plus, je n'étais pas très d'accord avec ça. Dana White n'était pas d'accord, mais ça n'aurait rien changé. Je veux dire, on avait Blachowicz quand même gagnant. C'est le temps de lui donner plus de crédit, donc, à Jan Blachowicz? Absolument. Écoute, encore une fois, il est encore négligé. Je veux dire, crème, c'est comme je le répète, là, 10 de ses 13 derniers combats, 11 de ses 13 derniers combats ont été négligés. Puis, la plupart du temps, il était capable de passer par-dessus et de gagner. Fait que, oui, il faut lui donner du crédit là, maintenant. Qu'est-ce que tu penses du score ouvert, le fameux open scoring, là, qui commence à être de plus en plus discuté dans les sports de combat? La question a d'ailleurs été posée à Israël Adesanya qui dit j'étais tellement dans ma bulle que je pensais qu'on était rendu au 4e, puis je pensais qu'on était encore au 3e. Donc, je pensais avoir le temps de remonter la pente. Finalement, je ne l'ai pas eu. Ouais, mais si j'avais eu les scores des juges, c'est sûr que j'aurais fait les choses autrement et tout ça. Est-ce que ça relance vraiment le débat? Puis est-ce que les choses peuvent changer à court terme? Tu sais, qu'Adesanya soit mêlé, qu'il soit au 3e ou 4e, c'est pas la faute des juges, là, de 1. De 2, moi, je suis pas pour ça. Ben, je serais pour ça s'il n'y a pas de foule. S'il n'y a personne qui est autour. Mais s'il y a une foule, là, c'est trop. De 1, c'est trop dangereux pour les juges. C'est trop facile d'intimider les juges puis de vouloir essayer d'influencer leurs décisions. D'influencer, exact, c'est le mot que je cherchais. D'influencer les juges. Admettons, là, Adesanya, là, le juge, là, tu prends Chris Lee, mettons. Chris Lee, là, il donne un 18 au 3e round, ça n'a pas de maudit bon sens. À lui qui a perdu le round, là. Hey, on dire de quoi, là? Le monde qui sont dans la foule, là, qui ont mis de l'argent sur ce combat-là, ou bien là, qui prennent pour Adesanya ou qui prennent pour un autre combattant qui était supposé gagner le round, il va se faire bâcher, puis il va se faire crier après, puis il va peut-être se faire lancer des affaires aussi. Moi, je trouve que c'est pas... Pour les combattants, peut-être, mais pour les juges comme tels, il y en a qui vont dire « mais ils ont juste à bien juger. » Ah, mais c'est pas ça le nerf de la guerre. Le point, c'est que je pense que c'est un travail d'équipe, de savoir si tu es en avance ou pas dans le combat. C'est un travail d'expérience, d'avoir des bons gars des hommes de coin qui suivent la parade, qui suivent ce qui se passe dans le combat, qui sont assez intelligents et avoir assez d'expérience pour savoir si tu es en avance ou pas. Fait que moi, je suis ambigu avec ça parce que tant qu'il n'y a pas de foule, ça peut passer, mais les juges là, sont proches des hommes de coin. Les juges sont proches des combattants aussi. Hein. Fait que, les hommes de coin, là, s'ils voient le score puis le juge est à côté d'eux autres, là, hey, on va dire de quoi, les Brésiliens qui ont sang chaud puis que les autres s'en foutent, sont habitués de se battre dans les favelas, on va dire là, ils vont en ramasser une coupe de juges, je te le dis. Il y a des expériences de plus en plus, là, notamment Invicta, là, qui a commencé à faire quelques événements avec l'open scoring. Apparemment, ça va bien. Mais Invicta, il n'y a personne. C'est ça. On est dans une autre catégorie là, au niveau, à tout le moins, des spectateurs et des gens qui parient aussi. Là, les gamblers parient pas mal moins sur Invicta que sur UFC. C'est vrai que c'est un truc à prendre en compte. Pour terminer là-dessus, sur le combat final, ça vient un peu... Bon, ça nous confirme qu'Israël Adesanya va se concentrer sur la catégorie des 185 livres, du moins pour ses prochains combats, assurément. Puis ça vient un peu de tuer dans l'œuf un méga combat, ceux qui l'espéraient toujours entre John Jones et Israël Adesanya à 205 livres. Jones qui monte chez les lourds, Adesanya qui va rester à 185. Puis John Jones, par ailleurs, qui s'en est pas mal donné à cœur joie. Lui, il n'a pas été impressionné, un peu comme tout le monde, qu'Israël Adesanya aussi. Ben, c'est sûr et certain. Écoute, il fallait s'en attendre. C'était déjà écœuré ses réseaux sociaux avant. Puis là, avec une performance comme ça, qui n'est pas une mauvaise performance, mais une performance fade, une performance beige. Tu sais, qu'on attendait pas mal plus. Puis finalement, ben, à force de se retourner, il est reparti avec la défaite. Pas grand-chose à dire, Pat, sur Amanda Nunes, qu'on n'a pas déjà dit.
Il a complètement dominé Megan Anderson. Ça a pris 2 minutes ou à peu près. Ébranlé avec ses points, a terminé ça avec un étranglement. 12e victoire de suite pour la GOAT, Greatest Women of All Time. Puis ça relance le débat sur l'avenir de la division. Mais premièrement, Amanda Nunes, plus forte que jamais. Ben, écoute, oui, comme tu dis, je ne sais plus quoi dire sur elle. Qu'est-ce qui n'a pas été dit, à part qu'elle est invincible. Je veux dire, c'est ça présentement. Megan Anderson est à son dernier combat sur son contrat. Là, elle devient agent libre. Là, ça veut dire qu'il reste 4 combattants à 145 livres dans l'UFC avec la championne. Dana White a dit qu'il n'allait pas. C'était pas dans les plans de fermer cette division-là. Je ne comprends pas pourquoi il s'acharne à garder cette division-là. Tu sais, on s'entend, là, il paye des combattants pour rien. Là. Puis moi, je me mets dans la peau du promoteur, là, puis de l'organisation. Puis les autres, ils n'aiment pas ça, perdre de l'argent. Tu sais, ils veulent avoir une rentabilité avec leur argent. Fait que, tu sais, moi, ça, je comprends pas ça. Puis on a déjà mis dehors des combattants. Tu sais, Overeem puis John Dos Santos, on les a mis dehors parce qu'ils coûtaient cher, là. Parce que c'était quand même des combattants qui étaient encore populaires puis que les mondes voulaient le voir. C'est des gros noms. Mais on les a mis dehors parce qu'ils coûtaient 300 000 chaque combat, tu comprends? Fait, c'est pour ça qu'on les a mis dehors. Ça n'a pas été dit, mais c'est ça. T'sais. Mais la division de 145 livres, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'avenir. On a parlé l'autre fois, là, on parle plus d'ouvrir une division à 105 livres, les poids atomes, que garder 145 livres. Là, on aurait un bassin de combattantes beaucoup plus grand pour faire une vraie division. Parce que là, ça donne quoi de garder une division si tu as 4-5 filles dedans? Je comprends pas. Puis, on a fait le tour, là. Amanda Nunes a fait le tour. Je veux dire, je ne sais pas contre qui pourrait se battre d'autres à 145 livres. Là, ils vont se battre entre eux autres, mais ils savent tous qu'ils ne seront jamais championnes. Je comprends pas. Comme on disait, il reste une fille qui s'appelle Zara Fern Dos Santos puis une fille qui s'appelle Danielle Wolf, une Américaine qui vient d'arriver à l'UFC. C'est les 2 filles qu'elle n'a pas battues. Ça va être le même résultat. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, la seule option que je vois à ce stade-ci, c'est... Mais là, on parle de Juliana Pena à 135 livres. Juliana Pena qui est 2 victoires, 2 défaites à ses 4 derniers combats. Puis Amanda Nunes a peur de moi. Wow, là, elle est out of her mind. Là. Je veux dire, elle, à son dernier combat, elle n'a pas été chanceuse parce qu'elle a réussi à gagner, mais elle est en train de perdre jusqu'à la fin, là, puis elle a sorti de quelque chose. Écoute, je veux dire, tu ne veux pas mettre de l'huile sur le feu quand le feu est déjà pogné. Tu comprends? Fait que si tu dis à Amanda Nunes, elle ne veut pas se battre contre moi parce qu'elle a peur, on sait tous qu'elle n'a pas peur. Après moi, tu viens de donner un peu de braise pour en mettre plus de feu puis qu'elle soit plus en maudit quand elle va te battre contre toi, tu comprends? C'est peut-être ça qu'elle voulait, là, parce que là, c'est pas très excitant pour Amanda Nunes, vite comme ça, Juliana Pena. Si l'autre m'a l'écœuré, peut-être un peu plus, là, va peut-être accepter d'écrire son nom de signer le contrat plus rapidement, mais même à ça, je pense pas. Là, mais... En tout cas. Non, mais je sais pas, peut-être. On verra, là, mais... puis tous ceux qui sont à 145 livres, là, à part Megan Anderson, les autres, là, honnêtement, avec une petite discipline de nutrition, là, sont capables de faire 135 livres. Okay? Megan Anderson, ça, c'est un autre cas. Là, je veux dire, à mesure 6 pieds, un bon gabarit. Elle, ça serait quasiment impossible de faire 135. Là, ça serait très dur pour elle. C'est plate pour elle, mais c'est ça. Mais les autres, là, je suis pas mal sûr à 100% qu'avec une bonne discipline, avec quelqu'un qui s'occupe de sa nutrition, ils sont capables de faire 135. Mon rêve demeure... Mon plan A demeure Valentina Shevchenko contre Amanda Nunes à 135 livres. Je sais que Nunes l'a déjà battu 2 fois, mais ça avait été... Au moins un des 2 avait été serré, si ma mémoire est bonne. Ouais, je pense que Valentina Shevchenko a gagné une bonne dose de confiance avec tous ses succès qu'elle a eu à 125 livres. Et elle est meilleure qu'elle était probablement à ce moment-là. Nunes aussi, tu vas me dire. C'est la seule personne qui peut peut-être lui donner un peu de fil à retordre. Là. Absolument. Puis on va voir aussi, tu sais, là, Shevchenko, elle va se battre contre Jessica Andrade. Andrade, c'est un tank. Là. Si elle passe à travers elle, en guillemets, facilement, là, là, écoute, on n'a pas le choix d'aller se croiser à un moment donné si on veut faire un fight. Les deux vont avoir fait le ménage de leur division respective. Nunes, veux-tu encore se battre contre Shevchenko? Elle l'a battu 2 fois.
ben, s'il reste juste ce combat-là pour faire de l'argent, puis je ne sais pas. C'est pour ça qu'on est un peu dans le néant, parce que c'est ça qui est dur quand tu as tellement des combattants ou des combattants qui dominent une division, c'est que tu as eux autres, tu as le reste. Puis, le reste ne sont pas mauvais, c'est juste que les champions sont tellement supérieurs que tu te dis, bon, le reste de la division devient moins intéressante parce qu'on sait qu'il n'y en a pas une là-dedans qui va être capable d'aller challenger la championne, donner un bon combat. Mais là, 125 livres, tu veux, Jessica Andrade a monté. Là, moi, je suis intéressé par ce combat-là. Je pense qu'elle va lui donner du fil à retordre. Ouais, un peu plus de compétition pour Shevchenko que pour Nunez. Victoire controversée d'Aljamain Sterling qui devient champion du monde des poids coqs. Victoire contre l'ancien champion Pietarian, mais une victoire acquise dans la controverse, Pat. Tu as pensé quoi de ce fameux coup de genou? Ben, dans la controverse, c'était clairement illégal. Mm-hmm. La disqualification était méritée si tu t'appliques le règlement à l'alerte, mais ça n'empêche pas qu'Aljamain Sterling a reçu une tralée de critiques parce que certains disent qu'il aurait probablement pu continuer le combat. J'essaierai de pas aller là, mais tu as pensé quoi de toute la situation là, de fin de combat? Non, mais on va y aller là, parce que c'est important d'en parler. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'il avait faké, qu'il avait fait semblant d'être complètement sonné. Au bout de la ligne, qu'il ait fait semblant ou pas, OK, on va revenir après, là, le coup, pourquoi Yann a perdu le combat, c'est parce que lui a fait un coup illégal. C'est pour ça que le combat est terminé. Donc, après ça, c'est ton interprétation si tu trouves que Aljamain Sterling en a mis trop ou il a fait semblant ou de quoi de même. Mais peu importe, s'il n'y avait pas eu de coup illégal, volontaire, ça ne serait jamais arrivé. Donc, c'est la faute à 100% à Pietarian si ce combat-là a été arrêté et il a perdu son titre. Moi, ce que je déplore dans ce combat-là, c'est les coachs d'Aljamain Sterling. Si ton combattant est sonné, si ton combattant est ébranlé, si ton combattant, tu sens qu'il n'est pas correct, là, tu ne vas pas l'amener faire une entrevue. Tu vas l'amener en arrière. Tu ne peux pas amener... C'est pour ça que ben là, on va dire on ne passe pas en entrevue ceux qui se font dunker, parce que c'est vrai qu'on ne passe pas en entrevue les perdants, mais dans le combat de championnat du monde, souvent, on va passer en entrevue les deux. Puis il y en a gros, de plus en plus, les gens de coin, si son combattant se fait knocker, on s'en va. On ne veut pas qu'il parle, parce que soit qu'il va dire des affaires que ça ne se tient pas. Mais dans ce cas-là, je pense que ça aurait été mieux pour lui qu'on s'en aille. Puis après ça, ben là, tu vois que ses réseaux sociaux, il prend des photos avec la ceinture. Fait que là, ça passe mal. Dans cette situation-là, je comprends son point que le combat est arrêté à cause d'un coup illégal. Mais il n'arrête pas de dire « Ah, moi, j'aurais pas voulu me gagner comme ça, puis c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. » Mais regardez une petite gêne. Juste pour être sûr que ça passe un peu mieux. Puis je ne dis pas qu'il a fait semblant, je ne dis pas qu'il a fait pas semblant. Je ne sais pas. Le coup de genou était bien appliqué, par exemple. On s'entend, le coup de genou était directement sa tempe, sur le côté de la tête. Puis au bout de la ligne, c'est à cause de ça que le combat est fini. Pas à cause que Aljamain Sterling a fait semblant. C'est à cause du coup de genou illégal. Oui, puis c'est ça. C'est un peu bizarre que c'est lui qui ait reçu un coup de genou illégal, mais c'est celui qui ramasse la trahie critique. Puis je suis entièrement d'accord avec toi que son coin aurait pu mieux l'encadrer à ce niveau-là. Mm-hmm. Puis c'est ça. C'est que tu dis une chose, puis tu agis le contraire. T'sais. Tu dis, je suis triste, je ne voulais pas gagner dans de telles circonstances, c'est pas comme ça que je voyais ma soirée. Puis je suis blessé, il m'a blessé. Puis de l'autre côté, tu agis comment? En allant faire une entrevue à chaud, où tu ne sembles pas trop blessé ou ébranlé. Puis après ça, en prenant des photos, puis en ayant le gros cheese avec la ceinture. C'est ça. C'est toute cette contradiction-là qui fait en sorte que le gars il a mangé beaucoup de critiques. Nonobstant ça, il y a eu toute cette histoire de malinterprétation du règlement là aussi. Visiblement, Pietarian, il aurait demandé à son coin, il aurait dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux lui donner un coup de genou, puis dans son coin, quelqu'un aurait dit oui, mais là, son coach, après ça, il a dit non, il a juste dit de le frapper, mais pas avec son genou. En tout cas, tu sais, c'est ça. L'affaire qui est arrivée, c'est que là, pour la première fois, il allait s'entraîner avec American Top Team. Donc, il y avait des entraîneurs qui parlaient russe, puis il y avait Marco D'Amata qui était là, un des entraîneurs, un des head coach de ATT. Puis on le voit dans le coin. À un moment donné, là, lui, Marco D'Amata, il dit « Punch, only punch ». Puis tu l'entends, puis la caméra est là, on est allé voir dans le coin. Mais dans les autres,
On lui dit, ouais, go, 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 vas-y, vas-y. Fait que, tu sais, il a écouté plus son coin en russe parce que lui, il est dans. Il ne pense pas traduire là, dans le temps d'une seconde dans un combat. Là. Fait qu'il est allé, puis il a attendu, il a regardé. Je veux dire, il a reçu quelque chose. On lui a dit d'y aller. Puis tout de suite, quand il a donné le coup de joue, on le voit aussi dans le coin. Marco D'Amato, l'entraîneur de American Top Team, il donne une claque sur l'octogone qui est vraiment maudit là, parce qu'il sait, là, il sait que ça va pas d'allure faire ça. Il y a aussi eu la critique ou l'opinion que Sterling clairement fait exprès pour garder son genou au sol. On va dire en bon québécois, il stall le combat. En sachant que tant qu'il a le genou au sol, l'autre ne peut pas lui donner de coup de genou. Mm-hmm. J'ai vu Demetrius Johnson, entre autres, dire on devrait pouvoir, dans des situations comme ça, on devrait pouvoir donner des coups de genou à l'adversaire qui a son genou au sol. Puis on devrait changer le règlement des règles unifiées d'arts martiaux mixtes. Parce qu'on en a eu un exemple flagrant. Là. Mm-hmm. Sterling ne voulait pas engager dans le combat puis a utilisé une tactique qui est douteuse pour staller. Là, moi, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ce règlement-là, des 3 points d'appui, 4 points d'appui, les règles ne sont pas pareilles partout. Là, ça prend une main, ça prend 2 mains à quelque part pour être considéré grounded. Protège-toi en tout temps. Ça devrait être ça. Ces coups de genoux-là, là, tu ne sais jamais. Puis là, tu t'en vas à une place, c'est pas pareil. Tu t'en vas à l'autre place, c'est pas pareil. Donc, les arbitres sont mêlés, les combattants sont mêlés, les coachs sont mêlés, les commentateurs sont mêlés aussi, parce que là, il faut savoir à quelle place qu'on est. Là, c'est sûr, là, c'est plus facile. Mais avant, quand on voyageait dans différents États, les règles n'étaient pas toutes pareilles. Là, on a le droit à la reprise vidéo. Pourquoi on ne fait pas un règlement pour tout le monde? On dit que c'est règles unifiées. Ce n'est pas des règles unifiées pas en toutes. C'est différent partout. Donc, je ne comprends pas pourquoi on appelle ça des règles unifiées. Mais clairement, moi, je suis pour le coup de genou à la tête au sol. Ça l'enlèverait tellement d'ambiguïté, tellement de doutes, de un. Et de deux, c'est un sport de combat. Protège-toi en tout temps. C'est comme à la boxe. Protège-toi en tout temps. Quand l'arbitre arrive et il sépare les deux, ben protège-toi en tout temps. Parce que aussitôt qu'il enlève, ben l'autre, il peut te frapper. On se souvient là, que Floyd Mayweather, je ne me souviens plus contre qui, mais il l'avait frappé tout de suite. Parce que l'autre, je ne me souviens plus c'est quoi le nom, mais tout le monde sait de quoi je parle. Mais tu sais, moi, c'est protège-toi tout le temps. Arrête de jouer avec tes mains à terre, avec ton genou à terre, avec tes 2 mains, une main. Là. Ça vient trop mêlant. Moi aussi, je suis d'accord avec Demetrius Johnson. On devrait enlever ce règlement-là. Et sais-tu quoi? Moi, là, je changerais ce règlement-là contre les coups de pied et ses orteils. Moi, c'est ça, les coups de pied et ses orteils, ici au Québec, tu n'as plus le droit, là, mais les stomp kicks, là, c'est juste blessé pour blesser. Tu ne peux pas gagner un combat en donnant des coups de pied et ses orteils. Là. Moi, je trouve que c'est cheap shot, c'est antisportif. Tandis tu peux casser les os des orteils dans le pied de ton adversaire. Tu ne absolument rien. Mais coup de genou à la tête, tu te protèges en tout temps. Puis ça peut amener à une évolution d'une position ou un corps. Fait que, moi, je suis d'accord avec Demetrius Johnson. Que ça donne un exemple concret, un argument de poids peut-être à ceux qui veulent amener ça sur la table. On va voir si ça va changer. Pour terminer là-dessus, Sterling avait très, très, très bien commencé le combat. Yann était, on va le dire, là, il n'était pas là du tout dans le premier round, à tout le moins. Et Sterling faisait ce qu'il faisait de mieux, bougeait de façon assez peu orthodoxe, était créatif et tout ça. On voyait que plus le combat avançait, plus Yann prenait l'ascendant. Puis il y a peut-être aussi ça, Sterling le sentait un petit peu, il commençait à avoir moins d'énergie, puis il sentait que l'autre gagnait en confiance. Fait que l'occasion était belle pour lui de ne pas continuer. Là, tu sais, aussi, il faut se mettre à sa place. Si tu décides d'arrêter le combat, tu deviens champion du monde. Tu peux-tu vraiment blâmer un gars de ne pas vouloir y retourner par après? Là? Non, oui, exact. Mais tu sais, je pense que Yann a laissé passer la tempête. Il savait que Sterling allait arriver fort. Il a laissé passer la tempête. Il n'a pas fait grand-chose, c'est vrai. Il semblait geler un peu sur place, mais moi, je pense que ça faisait partie de la stratégie. De laisser passer la tempête, justement, puis après ça, de prendre la mesure de Sterling. Puis c'est ça qui est arrivé. Moi, je pense que ça faisait partie de la stratégie. Évidemment, je n'étais pas dans le coin, là, mais de la manière que ça s'est passé, je trouve que ça serait logique. OK, à l'UFC 259, Pat, je vais juste mentionner rapidement, il y a eu quand même la première victoire de Dominick Cruz depuis 2016. C'était son 3e combat depuis ce temps-là. Un gars qui a été vraiment malchanceux au niveau des blessures, mais ça faisait du bien de voir Dominick Cruz, ancien champion. Hey, juste là-dessus, là, j'avais compté, puis j'en ai parlé samedi à ADS. Dominick Cruz, il ne s'est pas battu pendant 8 ans.
il y a eu 2 périodes de 4 ans, OK, qui ne s'est pas battu. C'est énorme, ça, là. Puis il a été quand même un des plus grands champions de l'UFC. Est-ce que c'est l'affaire pour Joseph Benavidez qui s'est fait dominer par Askar Askarov? Oui, il s'est fait dominer. Hein. C'est dommage parce qu'on l'aime à Benavidez, mais je pense qu'il n'est plus capable de suivre avec les meilleurs de cette division. Il nous reste une dizaine de minutes, Pat. On va parler de Charles Jourdain qui va affronter Marcelo Rojo cette fin de semaine. Ça sera en début de carte sur les ondes de RDS cette fin de semaine. Ça va être son 4e combat à l'UFC. Il a 1 victoire, 2 défaites et 1 verdict nul. Il n'a pas gagné à ses 2 derniers combats. 1 défaite contre Andrew Philly et 1 verdict nul qui lui a laissé un goût amer. On lui a parlé souvent là, depuis contre Josh Coulibaly. Ça se passait en octobre. Vous avez fait une entrevue avec lui, d'ailleurs, pas cette semaine, mais la semaine précédente avec Charles là, avant son départ. On sent qu'il est quand même affamé. Puis même s'il vient de signer un nouveau contrat, puis que l'organisation semble avoir confiance en lui, mais il le sait qu'il ne peut pas enchaîner des performances ordinaires comme ça. Là. Non, c'est ça. Là, il arrive avec son 5e combat, oui, dans l'UFC, puis il affronte un nouveau venu, un gars qui monte de catégorie de poids en plus pour se battre contre Charles. L'opportunité est là. Le gars, c'est quand même un bon combattant, quand même énergique. Ça va se transformer. Moi, je pense que ça va se transformer en slugfest. Il va vouloir rester debout. Et je pense que Charles va être un petit peu plus gros physiquement. Si on rentre dans une guerre coup pour coup, Charles qui frappe très, très solide. Toutes ses victoires, les a obtenues avant la limite. Là, donc, avec, je pense, 75% de KO ou quelque chose comme ça. L'opportunité est là pour Charles. Il ne faut pas qu'il passe à côté. C'est un combat qui est très, très important pour lui pour 2 raisons. Parce que là, il faut qu'il revienne sur le chemin de la victoire. Ça, c'est sûr et certain. Puis 2, c'est son premier combat sur son nouveau contrat. Ça, c'est toujours très important parce qu'après ça, les autres combats par la suite, bien, on se fie tout le temps sur le combat d'avant pour augmenter les bourses. Donc, ça, c'est important pour Charles aussi. Et là, écoute, là, c'est le temps qu'on arrête de parler puis que des ajustements arrivent. À son dernier combat contre Coulibaly, on a senti qu'il était flat, on a senti qu'il n'était pas. Il n'a pas été capable de rentrer dans le combat. Je ne sais pas s'il n'était pas motivé, mais c'était pas un Charles Jourdain qu'on connaissait d'habitude, explosif, puis rapide sur ses jambes. Il semblait chercher un peu, il semblait mêler, il était gaucher, droitier. Oui, il fait ça souvent, mais il n'y a rien qui sortait dans ce combat-là. Là, il va affronter un gars qui fait son premier combat au UFC. Le gars, il va arriver avec le couteau entre les dents. Là. Il va vouloir prouver qu'il a sa place là. Fait il va falloir qu'il soit prêt tout de suite en début de combat. Je suis pas mal sûr que Rojo va y rentrer dedans très, très tôt. Rojo, je ne le connais pas, mais ça semble être un bagarreur. Il s'est battu surtout au Mexique. Là. C'est un gars d'Argentine. Il s'est battu surtout au Mexique. C'est pas des combattants là-bas qui sont reconnus pour être très techniques, mais c'est des brawlers. Là. Si on connaît les Mexicains, c'est des bagarreurs. Donc, j'imagine que ce n'est pas un gars à prendre à la légère pour Charles. On va finir ça avec la finale. Ça va être Leon Edwards, en fait, contre Belal Mohamed. Mohamed qui remplace Hamzat Chimaev, là, qui est toujours aux prises avec la COVID-19. Puis le bon vieux Leon Edwards qui va tenter d'y aller pour une 9e de suite. Là. Oui, mais il s'est pas battu depuis 2019. Hein? Ça fait un bout, le pauvre gars. C'est pas parce qu'il ne voulait pas, parce que, je sais pas, on ne l'aime pas, je pense. Il y avait vraiment un problème entre lui et l'organisation, là, honnêtement. C'est sûr, il y a le combat contre Chimaev, ça a 3 fois, ça a été remis. Là. Mais là, écoute, il a pris. Puis je ne veux pas manquer de respect à Mohamed, puis ça se peut que Mohamed gagne, on ne sait pas, là, mais il a pris ce qui restait là, pour pouvoir rester actif, pour se battre. Là, il n'y a pas le choix à un moment donné. Lui il est classé 3e. Tout le monde pense qu'il devrait avoir un combat de championnat du monde. Sauf que sur toute la séquence de victoire que tu viens de me dire là, il y en a juste 2 qui ont fini avant la limite. Là. Les autres, ça a été des décisions. Il y a eu une décision partagée aussi, je pense, l'avant-dernier combat. Il n'est pas vendeur. C'est ça qui lui coûte un combat de championnat du monde aujourd'hui. Il est plat. Qu'est-ce que je te dis? On va dire la vraie affaire, c'est ça. Puis, c'est pas moi qui le trouve plat. C'est l'organisation, parce que si l'organisation ne le trouvait pas plate, on lui aurait donné un combat de championnat du monde. Ça fait un bout, parce qu'il le mérite et tout le monde le sait. Sauf que, écoute, ça reste une business qu'on veut vendre le combat. Puis Leon Edwards, il ne vend pas. La réalité, c'est ça. Tous les derniers qui ont eu des combats de championnat à 170 livres, là, les Jorge Masvidal, les Colby Covington, peut-être moins Colby parce qu'il a été champion intérimaire, mais Gilbert Burns, c'est tous des gars qui ont passé par-dessus
Leon Edwards, là, qui était derrière lui au classement, puis que finalement, ben, ils sont juste plus vendeurs, donc ils ont réussi à passer au travers. Puis, je ne veux pas être plate, mais Belal Mohamed non plus, là, il est classé 13e, c'est un très bon combattant, mais c'est pas le gars. Puis les deux ont des fiches pratiquement similaires. Là. Les deux ont 18 victoires, 3 défaites. 9 décisions en carrière pour Edwards, contre 9 finitions, 9 décisions dans ses 18 victoires. L'autre, c'est 5 finitions, 13 décisions. C'est un gars qui va souvent à la décision aussi. Il y a 4 victoires de suite. Je veux dire. Penses-tu qu'Edwards, avec une victoire face à Mohamed, va avoir un combat de championnat du monde? Il n'y a rien à gagner. À part, tout ce qu'il peut faire, c'est prendre au mot Dana White qui a dit on va le récompenser parce que c'est le seul qui a accepté d'affronter Chimaev, qui était la nouvelle star, qui n'est même pas classé, mais un gars dangereux que personne ne voulait affronter. Leon Edwards est le seul qui a dit OK, j'accepte. Puis là, ça a encore une fois tombé à l'eau. Puis là, Dana White a dit on va, merci d'avoir accepté, puis on va te récompenser. Mais ça demeure, faut que tu crois la parole de Dana White qui, auparavant, n'a pas du tout été porté à placer Edwards dans le combat. Puis d'un, il faut qu'il gagne. Mohamed, là, je pense que c'est sur 4 victoires de suite. 4 victoires de suite. Fait que, il n'est pas. Puis Mohamed, c'est sa chance, lui, là. Il va arriver là. Il va être motivé au bout. Là. Il faut qu'Edwards soit motivé, là, parce que il est 3e, il va se battre contre le 13e. Moi, être à la place d'Edwards, c'est sûr que là, je suis ici, là, mais la motivation, là, elle aurait été dure à trouver. Là. Pour vrai, là, parce que tu dis, t'es-tu sérieux? Là? Puis le gars, il veut rester actif, là, il veut travailler, il veut manger. Qu'est-ce que je te dis? Il ne s'est pas battu depuis 2019. Fait qu'il accepte, puis il va y aller. Puis, regarde, honnêtement, là, il n'y aura pas de combat de championnat du monde après ça. Tout dépendamment comment ça se finit, là, mais tu en as parlé là, des deux combattants. Plus de chances à se finir en décision qu'en un flying and bar. C'est ça. Puis plus de chances que Kamaru Usman veuille se rebattre contre Jorge Masvidal, qui est pas mal plus vendeur aussi. Il y a 3 Canadiens aussi qui se battent sur cette carte-là. Tu as Michel Cirkunov puis Tucker. Kevin Tucker, Michel Cirkunov et Charles Jourdain. Ouais. Une belle soirée canadienne. Oui. Les soirées canadiennes. Les soirées canadiennes. Qui va se battre la semaine suivante ou en tout cas à la fin du mois à l'UFC 260. Dans 2 semaines. Donc, effectivement, c'est une belle séquence pour les combattants canadiens. Pat, c'était short and sweet, mais on trouvait important d'analyser tout ce qui s'était passé. Puis, en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Je te laisse aller à tes occupations. Moi aussi, j'y retourne. Puis, merci à tout le monde qui nous a écoutés. Vous savez où nous trouver. Oui, exact. Puis, ceux qui se posent la question, là, si le combat de Charles va être présenté à RDS, oui, ça va être le premier ou le deuxième. On ne sait pas, là, parce qu'il y a des combats qui tombent, mais c'est sûr et certain qu'on va le présenter. Donc, ça va être sur les ondes de RDS samedi. Soyez là dès le début de la carte pour Absolument. pas manquer Charles. C'est à 18h, j'imagine? Oui. Samedi? Bon, voilà. Rendez-vous samedi 18h. Pat, Côté, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne semaine et un bon gala samedi. Et tout le monde à la maison, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Encore une fois, à bientôt pour un autre épisode de Dans la Cage. Ciao!